Poursuivons avec le chômage keynésien, celui-ci s'inspirant des travaux de l'économiste John Maynard Keynes. Cet économiste s'opposa vigoureusement aux économistes néoclassiques au cours de la Grande Dépression des années 30, puisqu'il considère que le marché est incapable de s'autoréguler de façon spontanée. L'État doit donc intervenir pour juguler la crise et le chômage. On lui doit notamment la politique des grands travaux mis en œuvre dans le cadre du New Deal par le président Roosevelt aux États-Unis suite à la crise de 29. De plus, il fut l'instigateur de la plupart des politiques économiques mises en place dans les pays développés de 1946 à la fin des années 70. Les économistes keynésiens considèrent que le chômage est dû à une insuffisance de la demande effective. La demande effective étant la demande en biens de consommation et en biens d'investissement qu'anticipent les entreprises. Ainsi, le niveau de l'emploi dans l'économie résulterait de la demande effective, à savoir les anticipations des entreprises. Lorsque les entreprises anticipent de faibles débouchés, elles vont réduire leur volume de production, ce qui conduira à un gel de leurs investissements et à une réduction de leur demande de travail. La baisse de l'emploi qui en résulte est susceptible de générer une augmentation du taux de chômage. Tout ceci entraînant une réduction des revenus distribués dans l'économie, affectant alors la consommation et par suite la croissance économique. La situation de récession qui en résulte va contribuer à alimenter les anticipations pessimistes des entreprises. On voit alors se dessiner un terrible cercle vicieux, car les anticipations formées par les entreprises concernant la demande vont s'avérer auto-réalisatrices. Pour les économistes keynésiens, en outre, le chômage est une situation involontaire. En effet, rappelons que les économistes néoclassiques considèrent que le chômage résulte de la rigidité à la baisse des salaires. Ainsi, pour eux, les chômeurs ou encore les syndicats ou même l'existence d'un SMIC empêcherait les salaires d'atteindre leur niveau d'équilibre permettant d'égaliser l'offre et la demande de travail. Les keynésiens réfutent fermement cette analyse et avancent l'idée selon laquelle les chômeurs seraient tout à fait disposés à travailler pour le salaire du marché, mais ce sont les entreprises qui n'embauchent pas suffisamment, faute de débouchés. L'explication du chômage n'est donc pas à rechercher sur le marché du travail, d'après eux, mais bien sur le marché des biens et des services. Le chômage correspondrait à un équilibre de sous-emploi. L'équilibre de sous-emploi correspond à une situation où l'on observe, premièrement, un équilibre sur le marché des biens et des services, puisque l'offre de biens et de services est égale à la demande de biens et de services, car les entreprises ajustent leur volume de production à la demande qui leur est adressée. Mais le problème est que cette demande peut être très faible, voire insuffisante pour assurer le plein emploi. C'est pourquoi l'on voit apparaître simultanément un déséquilibre sur le marché du travail. L'offre de travail étant supérieure à la demande de travail, ce qui crée une situation de chômage. Les entreprises faisant face à une demande très faible n'embauchent pas. La solution, d'après les keynésiens, serait donc de relancer la demande. Pour lutter contre le chômage keynésien, il faut relancer la demande globale afin de modifier les anticipations des entreprises, puisque celles-ci sont autoréalisatrices. Il convient donc d'agir sur les déterminants de la demande anticipée, c'est-à-dire la demande effective. La première composante de cette demande anticipée est la consommation. Keynes montre que celle-ci dépend, premièrement, des revenus des ménages. Plus les ménages auront des revenus importants, plus ils seront en mesure de consommer. La consommation dépend également de la propension à consommer des ménages, c'est-à-dire la part de leurs revenus disponibles qui est affectée à la consommation. Ainsi, plus les ménages
auront une propension à consommer importante, c'est-à-dire plus ils consommeront une part importante de leurs revenus disponibles, plus l'augmentation des revenus générera une augmentation importante de la consommation. Par ailleurs, l'autre élément de la demande anticipée est l'investissement. Celui-ci dépend tout d'abord du coût du crédit, c'est-à-dire le taux d'intérêt. Plus le taux d'intérêt est faible, moins le crédit sera coûteux pour les entreprises et plus elles seront tentées d'investir. Mais il y a un autre déterminant de l'investissement à prendre en compte, c'est le rendement attendu de l'investissement, c'est-à-dire le profit escompté par les entreprises suite à un investissement. Plus le retour sur investissement en termes de profit attendu par les entreprises est élevé, plus les entreprises seront tentées d'investir. Ainsi, pour stimuler la demande, il faut agir, d'après Keynes, en particulier sur les revenus distribués dans l'économie et également sur le coût du crédit. Afin de retourner les anticipations pessimistes des entreprises, Keynes préconise de mettre en œuvre des politiques conjoncturelles macroéconomiques. Il s'agit de politiques visant à agir à court terme sur l'activité économique. On distingue premièrement la politique budgétaire expansive. Il s'agit de stimuler la croissance en modifiant le budget de l'État, soit par l'augmentation des dépenses publiques. Il peut s'agir d'augmenter les prestations sociales ou de construire des infrastructures ou encore d'embaucher de nouveaux agents publics, soit par la réduction des recettes fiscales, ceci correspondant essentiellement à une baisse des impôts. Ainsi, l'augmentation des dépenses publiques et ou la diminution des recettes va conduire à une augmentation de la distribution de revenus dans l'économie, accroissant le pouvoir d'achat des ménages et ainsi leur volume de consommation. L'augmentation de la consommation est de nature à générer des anticipations optimistes des entreprises qui vont alors investir et embaucher pour augmenter leur volume de production. Tout ceci stimulant la croissance économique. L'augmentation du rythme de croissance entraîne en retour un accroissement de la distribution de revenus. Par conséquent, l'intervention de l'État rend possible la transformation du cercle vicieux vu précédemment en cercle vertueux. Le second levier de la politique de relance est la politique monétaire expansive. Rappelons que cette politique est menée par la Banque centrale. Il s'agit ici de stimuler la croissance en augmentant la masse monétaire, c'est-à-dire la quantité de monnaie en circulation. Le principal outil dont dispose la Banque centrale pour y parvenir est le taux d'intérêt directeur. Ainsi, lorsque la Banque centrale réduit son taux d'intérêt directeur, ceci génère une baisse des taux d'intérêt pratiqués par les banques de second rang, ce qui va alors conduire à une diminution du coût du crédit pour les agents économiques, augmentant alors la quantité de crédit demandé et octroyé pour consommer ou investir. Ceci profitant à l'activité économique et à l'emploi. Et enfin, les économistes keynésiens encouragent la hausse des salaires, c'est-à-dire qu'ils préconisent la mise en œuvre d'une politique salariale accommodante visant à augmenter les rémunérations des salariés, et en particulier les bas salaires, dans la mesure où la propension à consommer des individus les plus défavorisés est, selon lui, la plus importante. Ainsi, l'augmentation de la masse salariale, c'est-à-dire des salaires distribués dans l'économie, profite à la consommation et donc à la croissance. Intéressons-nous maintenant aux limites des solutions keynésiennes. Tout d'abord, les politiques de relance appliquées au niveau national se heurtent à la contrainte extérieure. Aujourd'hui, l'ouverture importante des économies sur le reste du monde tend à amoindrir les effets de la relance budgétaire au niveau national.
En effet, lorsque l'État injecte du pouvoir d'achat dans l'économie, les agents résidents peuvent utiliser les revenus supplémentaires pour acheter davantage de produits importés, ceci ne profitant pas directement à l'économie du territoire. Par ailleurs, la politique budgétaire expansive creuse le déficit et alourdit la dette. Or, les pays de l'Union économique et monétaire sont limités par le pacte de stabilité. Par ailleurs, les politiques budgétaires et monétaires expansives peuvent s'avérer inflationnistes. Je vous renvoie à votre cours sur l'Union européenne pour approfondir ces deux précédents points. Enfin, les solutions keynésiennes ne sont efficaces que pour répondre à des chocs de demande négatifs. Celles-ci peuvent provoquer, voire aggraver, un choc d'offres négatif. En effet, la politique accommodante préconisée par les keynésiens, consistant à augmenter les salaires et en particulier les bas salaires, risque de détériorer la compétitivité des entreprises et de générer une baisse des emplois et surtout des emplois non qualifiés. D'autre part, les préconisations keynésiennes, si elles permettent de lutter contre un chômage qui serait dû à une dégradation de la conjoncture, c'est-à-dire de l'activité économique, celles-ci n'ont aucun effet sur le chômage dit structurel.